villages méridionaux, dans le Gard, mais ailleurs aussi, la pauvreté à l'époque moderne est une réalité de chaque jour. Les blés constituent alors l'essentiel de la nourriture sous forme de pain ou de bouillie. Une mauvaise récolte comme celle de 1709, et c'est la disette, voire la famine. Cette année-là, c'est un hiver d'une froidure intense qui détruit les blés, affaiblit les organismes, gèle jusqu'à l'intérieur des maisons où les cruches d'eau éclatent. Il gèle à pierre fendre. Et une expression dit « un froid de famine ». Dès lors, des familles qui subsistaient, vaille que vaille, sont illico, projetées dans l'extrême pauvreté. Mais nonobstant ces crises fragmentaires, le village a déjà des pauvres, ceux que l'on qualifie de vrais pauvres, ceux qui mendient dans la rue, tous les jours, espérant du pain ou mieux encore. On les nomme les vrais pauvres, pour les distinguer des pauvres honteux, ceux qui viennent de tomber dans cette catégorie et qui n'osent pas mendier, qui ne s'y résolvent pas. Tous ces pauvres sont aidés par la communauté qui leur alloue une certaine somme d'argent pour leur fournir des grains. Enfin, il y a les pauvres errants qui passent de village en village, que l'on nourrit par charité chrétienne mais que l'on renvoie le plus vite possible. S'ils arrivent le soir, alors on leur donne la passade, on les fait dormir à l'abri dans un casal prévu à cet effet, et dès le lendemain matin, on les renvoie. Élie Pélaquier, qui a produit cette étude magistrale sur ce village, raconte même que les impotents sont accueillis, nourris et transportés par des villageois jusqu'au village voisin où ils déposent l'invalide comme on transmet un flambeau. Les pauvres errants vont ainsi d'un village à l'autre. C'était une manière de faire peser sur tous la solidarité. Au village, les pauvres du cru sont secourus donc par la communauté. À la fin du XVIIe siècle, des mesures sont imposées par le Parlement de Toulouse qui ordonne aux communautés de nourrir leurs pauvres. Parfois, lorsque la disette menace, les consuls procèdent à un état des réserves de grains chez les particuliers et en défendent la vente et l'exportation dans les lieux voisins. Il s'agit ici de mesurer l'autonomie alimentaire du village jusqu'à la prochaine récolte. Cela n'empêche pas certains indélicats de cacher des sacs de grains et de s'en aller de nuit pour le vendre ailleurs. À Saint-Victor, pour soutenir les pauvres, les consuls décident de faire couper un bois en leur avançant le montant du prix de la location. Ils rembourseront après avoir vendu le charbon de bois tiré de ces parcelles. C'est une mauvaise affaire pour la communauté, mais elle permet d'aider les pauvres à se nourrir un peu. Malgré cet effort, 5 des 30 individus bénéficiant de cette mesure mourront dans les 2 ans et n'iront pas au bout de leur entreprise. Ce recours aux communaux pour soulager la détresse des habitants se pérennisera et explique en partie le caractère désolé du paysage méridional tout au long de l'époque moderne.